Merci à Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS. Bonsoir. Bonsoir Der. C'est avec beaucoup de plaisir, comme je le dis, même si on va commencer par une actualité pas très gaie, l'élimination des Lions du Sénégal. Alors déjà, votre commentaire par rapport à ce match de 8e de finale des Lions et qui finalement a conduit à l'élimination de l'équipe du Sénégal dans cette CAN où on est champion sortant. Est-ce que ça vous fait croire à la malédiction du champion sortant? Même si l'Égypte en 2008, 10, 12, je pense, n'a pas été victime de ça. C'est de mémoire, hein, peut-être. Oui, mais habituellement, oui, c'est effectivement, on peut parler de malédiction du champion. Habituellement, et c'est lié au sport de toute façon, parce que quand vous atteignez le Graal, quand vous êtes au sommet, c'est là où vous devenez une cible pour tout un chacun. Et au regard du dynamisme qui caractérise le football africain ces 20 dernières années, c'est toujours difficile pour le champion sortant de pouvoir imposer sa marque 2 fois de suite, quoi. Et voilà, moi je pense après ça reste du football. Tout à l'heure en venant, j'ai consulté les chiffres et je me dis que on se rend compte que c'est le 4e match que Aliou Cissé perd en 4 Coupes d'Afrique des Nations. La première de ces défaites, c'était contre le Cameroun, en quart de finale. C'était un tir au but encore. Les 2 autres, c'était contre l'Algérie, 1-0 en match de poule, 1-0 en finale. Et c'est sa 4e défaite d'aujourd'hui. Exactement. Et en regardant encore les chiffres, on se rend compte que, par exemple, là où aujourd'hui on a mis sur 3 matchs 8 buts, on se rend compte que sur la dernière CAN qu'on a remportée, au même stade de la compétition, on n'avait marqué qu'un seul but. Et on n'avait eu qu'une seule victoire. Et on avait fait des matchs nuls qui étaient très inquiétants. Mais au bout du compte, c'est nous qui étions sacrés. Donc voilà, c'est le football. C'est assez paradoxal, hein. Les premiers sont en train d'être les derniers. On a fait une bonne phase de poule, 9 points sur 9 possibles. Mais avec la phase à élimination directe, la Côte d'Ivoire miraculée, seulement 3 points, qui a dû attendre la dernière journée et être qualifiée grâce à une victoire du Maroc. Donc ça, qui se rebiffe contre nous dans un match où il y a eu beaucoup de faits de jeu quand même. Et l'absence de Pape Gueye a beaucoup pesé. Par exemple, l'absence de Pape Gueye a pesé, le fait qu'on n'ait pas eu à utiliser le milieu défensif, qu'ils étaient tous sur le banc au début du match, ça a peut-être également, ça peut expliquer peut-être le manque de transition offensive après qu'on ait marqué un but. Voilà, on peut refaire le match de mille manières, mais l'essentiel c'est que le résultat il est là. On a perdu, c'est pas faute d'avoir essayé, on a tenté, on est allé jusqu'au bout du bout, jusqu'au tir au but, où un exercice qui nous a été qui nous avait réussi, où on a été heureux, et qui nous a même permis d'aller de prendre la coupe, mais aussi d'aller en coupe. Mais voilà, et aujourd'hui on se rend compte tout à l'heure avec le premier match joué par le Burkina et sa défaite, on se rend compte que les 4 demi-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations sont tous actuellement à la maison en train de faire leur valise. Donc c'est ça le football africain. On découvre de nouvelles équipes qui sont très chatoyantes, qui jouent bien. Il n'y a plus de petites équipes. Quand on a vu que la Gambie a tenu tête au Cameroun jusque dans les ultimes minutes du match, quand on voit que la Côte d'Ivoire, pays organisateur, a encaissé 4 buts et n'a dû son salut qu'à la toute dernière journée des phases de poule, et grâce à un but marocain, est en train de jouer et ne connaît rien de son destin. Donc c'est ça le football. À un moment donné aussi, il faut relativiser. Mais, bien entendu, la déception des Sénégalais se mesure à l'aune de l'espoir qu'ils avaient. Parce que notre équipe avait tellement bien joué, nous avait tellement bien rassurés. Au niveau des phases de poule, on a fait 3 points par match, 9 points donc au total, 3 victoires de suite, une attaque de feu, des buts en voiture, en voilà. Donc voilà, c'est peut-être ça qui explique un peu la déception, mais bon, ça reste quand même du football. Je ne suis pas mauvais perdant, mais on aimerait bien vous entendre également sur le débat qui s'instaure sur l'arbitrage, des faits qui ont été favorables à un moment, par exemple le carton de Sadio, qui était très orangé,
pour ne pas dire qui aurait pu virer au rouge vif. Ouais, mais après qui nous a coûté peut-être exactement. De la confiance. Est-ce que l'arbitre n'a pas après passé son temps à essayer de compenser? C'est ce que je disais tout à l'heure. Le penalty est litigieux. Ismaïla Sarr aussi aurait dû bénéficier d'un penalty. C'est ce qu'on appelle les faits de jeu. Il y a cette faute de Sadio Mané, bon, qui n'a pas l'habitude d'être violent. Pour excès d'engagement, mais c'est pas pour l'excuser. Qui sur ce coup-là aurait pu peut-être prendre un rouge. Encore que prendre un rouge ne signifie pas qu'on va perdre le match. Exactement. Après, il y a ce penalty que nous obtenons qui n'a pas été sifflé, où l'arbitre n'a même pas cherché à aller... Bon, après les gens te disent l'arbitre aurait dû aller voir la VAR, mais dans les normes, l'arbitre aurait dû siffler d'abord. Exactement. Et ensuite seulement, si la VAR lui dit non, il n'y a pas penalty... Exactement, aller pour se faire une religion. Sur le but ivoirien, donc on te dit même qu'il y avait un petit hors-jeu au départ de l'action. Donc voilà, ça c'est des faits. C'est pourquoi je dis que si on veut refaire le match, on peut le refaire pendant un an. Chaque jour, on discutera d'un aspect du match et ça ne nous mènera pas à grand-chose. Je pense qu'il faut tourner la page, savoir qu'on n'y a pas atteint. Tourner la page, mais faire un bilan aussi. Absolument, absolument. Il faut faire un bilan technique, un bilan de l'organisation, un bilan de la gestion du groupe et après maintenant se projeter parce que ça n'attend pas. C'est déjà 2025 Inch'Allah. Et pour vous, c'est quoi l'avenir aussi bien de cette équipe, de ces jeunes qu'on a vu pousser, mais aussi de Aliou Cissé? Bon, déjà pour les jeunes, je pense qu'on avait beaucoup de jeunes joueurs cette fois-ci. Par rapport à la dernière CAN, on avait 11 joueurs qui découvraient la tanière. Donc niveau motivation, niveau envie de gagner un titre, je pense que ça va y être. Après, il ne faut pas être naïf aussi ou trop béat. On sait que dans cette équipe, il y a des joueurs dont c'était la dernière participation. Donc cette transition générationnelle-là devra se poursuivre. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour ce qui est d'Aliou Cissé, c'est un peu mitigé. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours prendre des décisions à tête froide, la tête très froide. Aliou Cissé, il a un contrat avec la Fédération sénégalaise de football. Il n'est pas en contrat avec Facebook ni avec Twitter. Donc ça aussi, il faut qu'on sache raison garder. Avec l'opinion. Voilà. Donc c'est pas l'opinion qui le met là-bas, c'est la fédération qui l'a mis là-bas. C'est l'État qui le paye, c'est vrai, avec notre argent, mais il est en contrat avec la fédération. Et donc il fera le bilan normalement avec son directeur technique. Et après, l'organe de gouvernance de la fédération prendra une décision. Est-ce qu'ils vont le maintenir encore un an et demi, le temps qu'on joue la prochaine CAN, ou est-ce qu'ils vont dire bon Aliou, merci, ça fait quand même 8 ans et plus que tu es là, il faut qu'on laisse la place à d'autres. Ça, c'est une décision que la fédération devra prendre. Alors on va parler très rapidement de la couverture médiatique de la campagne électorale avec en perspective justement comment s'organiser au niveau des médias, des journalistes. Et c'est souvent le problème de la sécurité de ceux qui couvrent cet événement qu'on met sur la table. Alors, quelles sont les dispositions? Est-ce qu'il y a des mesures? Quelles sont les recommandations par rapport déjà, à je pense que ça va être une élection présidentielle inédite. Le premier problème qui va se poser, c'est un problème de logistique et de moyens. Parce qu'on a quand même 20 candidats retenus au final. La dernière élection, c'était 5 candidats et c'était assez difficile pour les médias, en tout cas, de pouvoir faire le suivi de façon générale. Donc, certainement, dans toutes les rédactions, les gens sont en train de mettre en place des dispositifs. Est-ce qu'il faut laisser les journalistes dans les zones de... Exactement, les correspondants, s'appuyer sur les correspondants, à chaque fois que les candidats viennent là-bas, qu'ils puissent rendre compte de ce qui s'est dit là-bas. Encore que à ce moment-là, ce ne sera pas très facile parce que 2 ou 3 candidats peuvent se retrouver dans une même localité. Dans une même localité le même jour. En tout cas, ça met à l'épreuve donc le génie organisationnel de toutes les rédactions. Mais aussi l'équilibre qu'il faut dans le traitement de tous ces candidats. C'est l'autre problème. Absolument. Et déjà, je voudrais que vous me permettiez, je sais que ce n'est jamais trop tard, mais il faut quand même que je le dise. Il faudrait, à mon avis, c'est pas trop tard, que l'État du Sénégal puisse également venir en appoint, venir appuyer, comment dirais-je, les médias privés. Parce qu'il s'agit d'une mission de service public. C'est vrai que les médias publics n'ont pas encore reçu les subventions qui étaient les leurs. Je pense que ça doit être dans le circuit. Mais je pense qu'il serait de bon ton, au regard de la mission des journalistes dans la gestion transparente des élections, etc., au regard également de la mission de service public, au regard du devoir d'équilibre
qu'ils doivent assurer. Je pense que ce serait bien que l'État du Sénégal trouve un mécanisme de subventionner exceptionnellement la presse privée, puisqu'on le sait, les journalistes et la presse ont toujours été à l'avant-garde donc de notre système démocratique. Cela dit, l'élection, c'est également des questions de sécurité. On le voit qu'il y a beaucoup d'intimidations qui sont faites à l'encontre des médias, ça ne date pas d'aujourd'hui maintenant. Sur les 2 dernières élections qui sont passées déjà, les monitorings ont laissé voir que des journalistes ont été intimidés, peu ou prou. Il y a de la violence qui est faite. C'est pourquoi d'ailleurs le SYNPICS est en train de travailler avec la Convention des jeunes reporters et avec une ONG très active dans le domaine de la démocratie, pour ne pas la citer, l'ONG 3D, pour essayer de mettre en place un système de monitoring national qui permettra de veiller et d'alerter afin que, voilà, que la sécurité des journalistes soit assurée. Il y avait aussi dans la logistique des distributions de gilets pour qu'on puisse facilement reconnaître. Absolument, sauf que cette fois-ci, vous le verrez, l'élection a coïncidé avec la mise en pratique de la carte nationale de presse, qui est un identifiant, qui est le seul identifiant légalement reconnu. Après, c'est vrai, s'il y a d'autres types d'identifiants, des polos, des gilets, etc., je pense que les gens mettront ça à disposition des journalistes. Mais le plus important pour nous, c'est d'également faire la promotion de l'équité et la promotion de l'équilibre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on accuse tel ou tel média d'avoir été trop proche de tel ou tel candidat, ou d'avoir tenté par telle ou telle émission ou telle sortie de pouvoir favoriser tel ou tel camp. Ça, c'est quand même quelque chose sur la... Mais difficile d'échapper à ça, Bamba Kassé, puisque voilà, c'est ce qu'on dit, c'est de l'opinion finalement. Et surtout que les gens sont partisans. Souvent, ils ne veulent voir ou entendre que ce qu'ils veulent. Oui, mais justement, c'est comme tout à l'heure sur la question de l'UCC. Vous savez, parfois, le rôle qu'on a dans la société nous impose d'avoir une certaine posture, une posture de responsable. Le journaliste, aujourd'hui, il n'est plus seul dans la diffusion de contenu informationnel ou pas. Mais lui, journaliste, il est tenu de respecter toujours un certain nombre de règles. Le journaliste n'est pas un influenceur. Le journaliste n'est pas un militant d'une quelconque cause. Le journaliste, il est là au service du public. Et donc, le public étant pluriel, la preuve, il y a 20 candidats. S'il y a 20 candidats, c'est parce qu'il y a 20 chapelles. Et donc, toutes ces 20 chapelles se retrouvent dans le public. Sans oublier maintenant cette grande masse silencieuse qui n'est encarté ni à gauche ni à droite, qui a sa carte d'électeur et qui attend de s'exprimer. Donc nous devons être le relais. C'est vrai, on ne l'est plus, on n'a plus l'exclusivité, parce que maintenant les candidats avec les réseaux sociaux et les autres types ont la possibilité de parler à leurs militants, ont la possibilité de parler à l'opinion directement. Mais nous, notre rôle durant cette élection, c'est d'assurer un équilibre le plus parfait possible. Faire en sorte que de nous accentuer, en tout cas d'accentuer nos interventions sur le factuel, et après laisser à chacun la liberté de faire ses lectures sur la base de ses propres opinions. Vous l'avez dit, équilibré durant la campagne, l'équité et tout, mais déjà la pré-campagne pose problème à notre niveau avec le CNRA qui rappelle toujours en période de pré-campagne ce que les textes préconisent. Et là également difficile d'échapper à ces problèmes-là. Comment rester équidistant, équilibré en ayant toutes ces chapelles comme vous l'avez dit, et aussi d'éviter la propagande. C'est finalement très compliqué tout cela. Moi je pense qu'il faut qu'on accepte que il y a du neuf et du vieux qui sont en train de cohabiter dans notre pays. Et c'est pas seulement dans le domaine par rapport au texte, c'est pas seulement dans le domaine. Dans plusieurs domaines, vous allez vous rendre compte de l'obsolescence de certains textes. Après, la mission, et c'est ça le génie sénégalais. Le génie sénégalais a toujours été de proposer, selon les besoins du moment, un bon process, n'est-ce pas, de bonnes solutions. Le génie sénégalais, je pense, s'il est challenger, va trouver les moyens de faire en sorte que les médias, les mainstream médias, comme on dit, continuent d'exister. Encore qu'aujourd'hui, les mainstream médias également interviennent
dans le domaine des médias sociaux. Oui. Ils ont tous des extensions, exactement, des plateformes, Facebook, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Est-ce qu'on doit laisser... Parce que la propagande emprunte deux choses. Des moyens intellectuels, d'essayer de détourner les messages pour toucher les cibles, mais également des moyens financiers. Or, on le sait, tous les candidats ou tous ceux qui aspirent à la présidence n'ont peut-être pas les mêmes moyens financiers. Si aujourd'hui, par exemple, d'où la pertinence de bien réguler cela, parce que sinon, ceux qui ont l'argent, ils vont faire des sports, ils vont faire des bannières, ils vont faire, en tout cas, ils vont utiliser tous les supports possibles parce qu'ils ont de quoi payer. Et ceux-là, peut-être qui, eux, n'ont pas de quoi payer, mais qui ont la pertinence dans les propositions et dans les idées, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, c'est ça, c'est un jeu d'équilibre, mais qu'il faut revisiter. Moi, je suis pour que... Parce qu'un État comme le nôtre, qui a 60 ans d'existence et d'indépendance, doit pouvoir, à un moment donné, s'arrêter et réformer en profondeur la plupart de ces secteurs. Ce n'est pas seulement le secteur des médias. Oui, effectivement. Aujourd'hui, par exemple, il y a un monsieur qui m'a interpellé, je ne vais pas dire le nom, parce qu'il a envie de lancer une revue économique. Mais il me dit, oui, mais le code de la presse dit que seul le journaliste qui a 10 ans a le droit d'être directeur de publication. Moi, je suis du privé, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est des questions qu'il faut qu'on essaie de régler. Et on ne peut les régler qu'en faisant de la réforme, en réfléchissant, comme nous l'avons fait dans le cadre des assises des médias. On a réfléchi, on en est maintenant à la phase de la production du rapport final. On a réfléchi, on s'est ouvert, et puis on essaiera pour de faire les rectificatifs qu'il faut. Les grandes lignes de ce rapport. Nous gardons la primeur de cela à tous les professionnels. Nous ne voulons pas faire de... Mais ce qui est clair, c'est qu'on avait 6 commissions. Ce qui est clair, c'est que la digitalisation, la numérisation de nos produits, c'était une question. La publicité, c'était une grande question. Le respect par les entreprises de presse de leurs obligations, c'est également une très grande question. Le financement de l'audiovisuel public, grande pour problématique, pouvoir permettre, parce que si l'audiovisuel public est bien financé, a un système de financement cohérent et suffisant, c'est ce qui va permettre à l'audiovisuel privé maintenant d'aller concourir au niveau de la publicité. Et donc tout ça, ce sont des questions que nous avons abordées. Nous avons également abordé le pont qui doit exister entre les médias classiques et les réseaux sociaux. Donc voilà. Baba Kassé, merci. On aurait bien aimé évoquer d'autres questions, mais sous la pression de Pierre Da Silva, nous retournons l'antenne à la régie. Nous vous remercions. C'est moi qui te remercie. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. À très bientôt.